Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une liste de webinaires du projet Santé et Immigration francophone, dont l'objectif initial est de renforcer les capacités pour un accueil en santé des personnes immigrantes francophones. Mon nom, c'est Houda Zadeli, je suis la coordonnatrice du projet provincial pour le réseau Franco-Santé Sud de l'Ontario. Donc, avant de commencer, le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario reconnaît que ses activités et celles de ses partenaires communautaires se déroulent sur les territoires autochtones traditionnels à l'échelle de la province. On reconnaît qu'il y a plus de 40 traités et autres ententes territoriales qui s'appliquent à l'Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler et vivre dans ces territoires. Le réseau Franco-Santé du Sud remercie les peuples métis, inuits et les Premières Nations qui prennent soin de ces territoires et qui continuent de contribuer à la force de l'Ontario et ses collectivités de la province. En reconnaissant les territoires traditionnels autochtones, nous reconnaissons la présence contemporaine et historique des peuples autochtones et leurs droits à l'égard de ces territoires. Nous sommes également reconnaissants envers les peuples diversifiés qui sont venus nous rejoindre de nombreux pays du monde pour contribuer activement à une province renforcée par leur contribution. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais partager un petit sondage pour savoir, pour avoir une idée de quel domaine que vous êtes. Donc, donnez-moi juste une seconde. On va donner 30 secondes à remplir ce petit sondage. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Donc, vers la fin de la présentation, je vais aussi vous partager un lien dans le chat pour accéder au formulaire d'évaluation de la présentation. On vous demande, s'il vous plaît, de le remplir afin de nous donner vos rétroactions. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est possible grâce à une collaboration avec Dr. Raïda Hassan, qui est professeure de psychologie à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et psychologue clinicienne spécialisée en psychologie culturelle auprès des personnes réfugiées et immigrants, et aussi dans la thématique de la violence. Donc, sans plus tarder, c'est un plaisir de vous présenter Dr. Raïda. Merci, bonjour, bon midi tout le monde. Merci d'être là. Je vais partager mon écran. Je pense que j'ai à peu près une vingtaine de minutes. Donc, c'est un peu une sorte de webinaire introductif, comme un plateau de petit four, si vous voulez, qui aborde très en surface certaines questions, mais qui sont quand même des questions, on va dire, assez fondamentales dans le travail en interculturalité ou en diversité culturelle. J'espère que vous voyez mon écran. Je vais demander à Hoda d'être gardienne du temps aussi parce que j'ai tendance à beaucoup parler. J'aimerais déjà, sans introduction, rentrer très vite dans le vif du sujet, à vous dire que en tout cas, à vous parler de ma perspective de travail à moi, ce qui n'est pas du tout nécessairement, évidemment, moi je trouve que c'est une très bonne perspective, mais ça reste à vous de décider ce qu'il en est. Mais je pars d'un point de vue où, pour moi, absolument toute relation est culturelle. Et la question culturelle et la question de santé mentale sont deux questions inséparables. Des fois, souvent, je donne des consultations ou des formations à des intervenants et parfois les intervenantes viennent me voir pour me dire Raïda, peux-tu nous aider dans telle situation? On n'arrive pas à départager qu'est-ce qui est de l'ordre de la santé mentale et qu'est-ce qui est de l'ordre de la culture de mon client ou de ma cliente.
Et moi, je vais souvent leur répondre, vous ne pourrez pas départager parce que la culture, c'est ce qui donne non seulement la façon dont les problématiques de santé mentale vont se manifester, mais aussi quelles problématiques de santé mentale vont se manifester, comment, et aussi quelles sont les interventions qui vont faire du sens finalement pour notre clientèle et qui vont être respectueuses de leur dignité humaine et culturelle. Donc, vraiment, lorsque j'utilise le mot culture, je l'utilise au sens large pour désigner finalement toutes les façons dont la personne exprime son identité, son expérience, ses appartenances aux différents groupes communautaires. Donc, ça comprend l'origine nationale, ça peut même être l'origine géographique, la communauté ethnique, les valeurs religieuses, les valeurs spirituelles, les valeurs familiales, les catégories de genre, les catégories de couleur de peau, l'orientation, etc. Donc, et la langue, bien sûr. Donc, je voulais vraiment asseoir la table tout de suite à ce niveau-là pour par la suite je pense que vous puissiez m'accompagner dans ce que j'aimerais vous présenter. Et au fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que on ne peut pas, on a tendance finalement, quand on travaille avec des individus, à tout de suite laisser aller nos présuppositions. Combien de fois on s'est retrouvé devant une personne et on a en quelques secondes, avant même qu'elle commence à nous parler, on l'a déjà mis dans des catégories, que ce soit des catégories racisées, que ce soit des catégories de genre, que ce soit toutes sortes de présuppositions qu'on a fait sur elle. Et on a tendance aussi à séparer ces catégories. Donc, quand on la regarde, par exemple, comme une femme, on peut oublier, je ne sais pas, l'âge ou sa religion ou sa couleur de peau, etc. Et finalement, moi, ce que je vous invite, c'est plutôt à une sorte de compréhension qui est intersectionnelle, c'est-à-dire que nous avons tous finalement une multiplicité dans notre identité et nos identités sont forgées par des mécanismes qui sont très complexes, qui sont liés à nos appartenances et à nos expériences de vie, et que ces catégories ici que vous voyez dans l'écran, et vous pouvez en rajouter d'autres, ne peuvent pas être considérés en silos. On ne peut pas, je vais vous donner des exemples plus tard, mais si vous connaissez un peu l'intersectionnalité, vous connaissez très bien cette idée-là. On ne peut pas séparer l'âge, du genre, des effets qui sont liés de la couleur de peau, parfois même de la question du statut socio-économique ou de l'éducation. Et non, des expériences de violence, par exemple, n'ont pas le même effet sur deux femmes, même si elles partagent un même genre, on va dire, féminin, si elles ont des âges différents, si elles ont des couleurs de peau différentes, si une est citoyenne, l'autre est réfugiée, l'expérience de violence, par exemple, ne va pas être la même et les solutions pour cette violence-là ne vont pas nécessairement non plus être tout à fait les mêmes. Donc, je vous invite vraiment, à chaque fois qu'on regarde une personne dont nous-mêmes, c'est d'essayer de se voir et de comprendre comment ces différentes catégories interagissent ensemble. Et c'est vraiment à travers cette interaction qu'on va trouver les meilleures solutions pour l'aider, mais aussi qu'on va faire une pratique d'intégration ou une pratique de soins de santé mentale qui va être beaucoup plus engageante, respectueuse et probablement beaucoup plus efficace à ce moment-là. Donc, pourquoi je commence avec la culture, même si ça touche l'immigration, réseau francophone? Parce que une est inséparable de l'autre. L'immigration, c'est pas la culture. Toutes et tous les immigrants vivent des enjeux propres à l'immigration, quelles que soient leurs origines culturelles, mais s'ajoute à ça aussi l'origine culturelle ou l'aspect de l'héritage culturel. Et en quelque sorte, quand on travaille dans le domaine de l'interculturalité, on considère qu'une grande partie de notre travail, c'est de décoder ce qu'on appelle les marqueurs culturels.
J'aime beaucoup cette phrase d'un auteur qui s'appelle Devreux, qui est un peu une des personnes qui a commencé à penser l'ethnopsychanalyse en Europe, bien sûr, parce que ailleurs dans le monde, les questions ethnoculturelles étaient également pensées par plein d'autres auteurs, mais on les connaît peu à cause de l'ethnocentrisme un peu européen, nord-américain. Mais il réfère à l'idée finalement que toute culture est un système très organisé qui comporte toutes sortes de normes et de règles qui régissent qu'est-ce qui est considéré comme étant un comportement acceptable versus un comportement souffrant, pathologique, non acceptable. Et donc, en quelque sorte, cette phrase est vraiment très illustratrice puisqu'elle dit « Garde-toi de devenir fou ». Évidemment, nous devons tous prendre soin de nous-mêmes pour ne pas souffrir, mais si tu le deviens, tu ne peux pas le devenir n'importe comment. Il faut que tu te conduises en quelque sorte et que tu exprimes cette souffrance-là selon des manières spécifiques qui t'ont été offertes et fournies par ton cadre culturel. Et donc, la culture, c'est pas juste des valeurs et des contenus, mais c'est aussi des cadres, des structures, des normes, des règles non écrites qu'on ne peut pas, comment dire, violer ou dépasser et que si on le fait, on peut être stigmatisé, on peut être réprimandé par les membres de notre communauté ou par la société plus large. Et évidemment, on pourra, comme je vous ai dit, c'est un petit four, chacune de ces acétates-là peut vraiment être déployée de toutes sortes de façons, puis on peut en parler vraiment, vraiment longuement. Mais aujourd'hui, je vous donne quelques concepts comme ça pour qu'on jongle avec. Et donc, il manque un E ici, désolé. Et donc, si on a fait cette petite introduction juste pour asseoir la question de l'intersectionnalité des identités, du cadre culturel, du contenu culturel, si maintenant on jette une loupe un peu plus spécifique à une population spécifique, qui est la population des personnes immigrantes. D'ailleurs, je vous ai mis ici 2 bandes dessinées que je trouve vraiment très belles. Celle-ci est sans parole, donc elle est merveilleuse pour travailler avec nos clientèles parce qu'elles peuvent véritablement, les personnes peuvent véritablement raconter finalement l'histoire que ces images évoquent, qui peuvent être très différentes l'une de l'autre. Et puis celle-là, c'est un peu 13 témoignages sur les questions migratoires. Il y a beaucoup de choses à parler dans le contexte migratoire. Je veux simplement m'attarder avec vous sur 3 défis qu'à mon avis, toute personne immigrante doit surmonter, parfois tout le long de sa vie dans la société, dans son nouveau pays. Le premier défi que vous connaissez très bien, c'est le défi de l'intégration et c'est le défi que si vous êtes des travailleurs, travailleuses en installation, en arrivée, c'est la chose que vous confrontez constamment avec votre clientèle. Mais on sait pourtant que l'intégration, elle est essentielle pour le bien-être de la famille. On sait également que différents membres d'une famille immigrante ne s'intègrent pas au même rythme. Et on sait également que les ajustements nécessaires à l'intégration créent un déséquilibre souvent dans la famille, notamment un déséquilibre de pouvoir, pour lequel souvent le père est celui qui paye le plus de son pouvoir, parce qu'il est parfois déqualifié professionnellement par la société d'accueil, parce qu'il peut vivre du racisme, parce que les enfants, la conjointe peuvent prendre plus de pouvoir, donc il perd un peu cette allure ou ce statut de pilier, on va dire parfois dans la famille, dans des structures un peu plus traditionnelles. Mais je voulais aussi m'attarder avec vous sur 2 aspects. 3 types d'intégration que je vous suggère d'évaluer et 2 types de vécu. La première, c'est l'intégration de fonctionnement. Habituellement, c'est la première chose sur laquelle on se concentre. Est-ce que ma cliente ou mon client arrive à se trouver un logement, un emploi, de quoi manger? Est-ce qu'il possède la langue ou non? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Comment je dois l'aider pour l'apprentissage de la langue?
Et je vous dirais, si on regarde une pyramide de besoins, l'intégration de fonctionnement, c'est le besoin premier et primordial et le plus essentiel. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit heureux ou non, les études démontrent que l'acquisition de la langue du pays d'accueil est le facteur clé dans une intégration qui est plus réussie plus rapidement. Mais on a aussi ce qu'on appelle l'intégration de participation. Et ça, c'est le niveau d'intégration où on n'est pas juste en mode de survie. On passe finalement, on réussit un peu plus l'intégration de par laquelle on devient finalement un membre actif dans la société et on a l'impression qu'on joue un rôle dans cette société-là. On joue un rôle dans notre emploi, on joue un rôle dans notre famille. Et donc, c'est très important que vous cheminez et vous tentez de cheminer avec la clientèle pour évoluer dans ces formes d'intégration-là. Et finalement, l'intégration la plus favorable, c'est ce qu'on appelle l'intégration d'aspiration. C'est l'intégration à laquelle nous souhaitons tous et toutes aspirer. C'est celle où véritablement on sent que cette société est la nôtre. C'est-à-dire que nous avons un futur dans cette société, nous pouvons nous projeter dans cette société, et non seulement nous pouvons nous projeter en lien avec nos enfants, en lien avec les générations futures. Et dans l'intégration d'aspiration, on sent finalement que cet espace social et géographique, il est le nôtre. On n'est pas juste des visiteurs dans cet espace, ce n'est pas un espace emprunté, mais il est aussi notre espace et on peut faire des choses, on peut revendiquer des choses pour cet espace-là. Et je vous dirais, avec ces types d'intégration arrivent différents vécus qui ne sont pas nécessairement, équivalents. C'est-à-dire qu'on peut parfois être dans une intégration de fonctionnement, mais avoir réussi une arrivée psychologique. Parfois, on peut être dans une intégration de participation, mais être vraiment principalement dans une arrivée physique. C'est-à-dire que on est encore en train de lutter malgré tout avec le dépaysement, avec une perte des repères de nos schèmes de référence. On a encore l'impression que c'est pas un espace qu'on s'est approprié. Tandis que l'arrivée psychologique, au fait, c'est une arrivée où on a réussi un peu à jongler avec cette question de la parole, de la langue, autrement dit, de comment on s'exprime, comment on comprend les autres, comment ils nous comprennent. Et on a commencé un peu à commencer toutes sortes de réapprentissages pour renégocier notre identité, parce que toute immigration implique construction et reconstruction identitaire. C'est nécessaire, c'est même inévitable. Et c'est fondamental de soutenir notre clientèle là-dedans et de reconnaître que oui, c'est pas facile. Il y a des choses qui vont vous surprendre, vous choquer, qui vont vous paraître contradictoires. Il faut essayer de, pas il faut, mais on accompagne une ouverture finalement pour dire qu'est-ce qu'on peut accueillir, comment on peut changer également. Et la question de construction et déconstruction identitaire m'amène au deuxième défi qui est essentiel pour moi et qui est malheureusement souvent ignoré, ce sont les deuils. Les personnes immigrantes sont des personnes endeuillées. Et je dis pas ça pour dramatiser, hein. Je dis ça simplement pour dire qu'il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de gains dans leur arrivée dans le pays d'accueil, mais il y a beaucoup de pertes aussi. La langue, la nation, les repères, le climat, grand-maman, ça peut être les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, la musique, le système de soutien social, les reconnaissances sociales, les statuts sociaux, les statuts économiques. Et donc, tout ça implique finalement un travail affectif de deuil qui est souvent négligé chez les enfants et les adolescents parce qu'ils s'intègrent vite, on a l'impression que tout va bien. On néglige un peu leur offrir des moments où ils reconnectent avec leur pays d'origine, leur famille restée au pays, de la musique, la langue, la bouffe de leur pays. Et souvent, parfois, on ne comprend pas pourquoi certains efforts ne sont pas faits, mais être un deuil, ça implique beaucoup d'énergie.
physique et psychique, et parfois on est moins disponible pour faire des progrès en intégration parce qu'il y a cette fatigue-là. Et il y a toutes sortes de techniques au fait sur le travail du deuil et comment on le fait doucement, sans dramatiser, c'est pas, des fois ça implique malheureusement le deuil d'un être cher pour des personnes demanderesses d'asile ou réfugiées ou même immigrantes. Et là, c'est des deuils beaucoup plus importants. Mais il y a aussi ces tout petits deuils-là. Il y a beaucoup de choses, si vous m'écrivez, vraiment, il y a aussi certaines vidéos, par exemple, certaines activités faites dans les classes avec les enfants, un travail artistique, simplement pour aider comme ça, tranquillement, dans un cadre scolaire, aider les jeunes à cheminer à travers ces différents deuils. Mais ça reste, si vous voulez rapidement voir quelque chose que je trouve très intéressant et représentatif. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'une pièce de théâtre qui s'appelle Bagage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de voir Bagage. Je crois que c'est sur tout.tv ou Télé-Québec, Radio-Canada, je suis plus certaine, mais c'est une belle pièce. C'est très touchant aussi et ça donne une idée de ce que les jeunes adolescents et adolescentes un peu traversent en termes de deuil. Et puis le troisième défi, c'est celui de l'exclusion. Et il existe malheureusement plusieurs processus dans la société qui font vivre de l'exclusion aux personnes immigrantes, non seulement immigrantes d'ailleurs, les stéréotypes, l'ethnocentrisme, les préjugés, les xénophobies, le racisme, la discrimination et évidemment le racisme systémique. Et souvent, le racisme systémique, évidemment, qui est ce système qui s'installe vraiment à une sorte de grande échelle, dirigé principalement contre les personnes de couleur, évidemment, et qui provoque des conséquences sur la santé mentale, sur la santé physique, qui sont également très importantes. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que souvent, on ne parle pas de racisme et de discrimination à nos clients. On se sent mal de parler de ça. Et eux se sentent mal de nous en parler. Mais c'est l'éléphant dans la salle. Et donc, ne pas hésiter finalement à questionner, à s'ouvrir, à être présent, à entendre la colère ou la tristesse face aux expériences d'exclusion et de demander à nos clients et clientes qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que notre organisation peut faire pour que vous vous sentiez plus accueillis, plus reçus, moins discriminés par nos pratiques. Ce n'est que les personnes qui ont vécu ça qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça m'amène justement à l'idée de la sécurité culturelle. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais je vous ai mis un lien pour voir un petit vidéo, mais je peux aussi vous envoyer des lectures. Mais simplement pour vous dire que la sécurité culturelle est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui s'établit tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on met dans nos pratiques et nous pouvons tous et toutes pratiquer dans un cadre sécure sur le plan culturel. Ça n'a pas besoin d'une expertise particulière, ça a besoin un peu de formation et de prise de conscience et ça s'applique à travers absolument toutes les professions, toutes les organisations. Donc ça réfère à quoi la sécurité culturelle? C'est pas la culturalisation, c'est pas dire la culture explique tout. Ah, ils sont violents, ouais, mais c'est comme ça chez eux, ou c'est leur valeur. C'est pas non plus le déni des différences, parce que c'est pas vrai, nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous et toutes différents, et c'est ça qui est essentiel. On peut pas effacer ces différences-là. Non. Mais par contre, oui, nous devons être égaux, nous devons avoir une équité dans les interventions. Donc, la sécurité culturelle, c'est vraiment de prendre en compte la réalité, les besoins particuliers, les caractéristiques particulières et fournir ce dont la personne a besoin. J'aime beaucoup cette image parce que justement, la sécurité culturelle, c'est pas l'égalité. C'est pas donner exactement la même chose à tout le monde. C'est plutôt comprendre les besoins de chacun, leur donner ce qu'ils ont besoin pour qu'ils partent à pied d'égalité face à une situation qu'ils rencontrent. Et donc, nous, on l'explique très simplement aux enfants en disant, toi et ton ami,
vous êtes pareil au niveau d'une matière, vous l'avez appris la même chose, vous êtes aussi intelligent, vous faites un examen, ton ami oublie ses lunettes de vue. Et toi, tu ne l'oublies pas, tu n'as pas besoin. Est-ce que ton ami a moins bien performé parce qu'il est moins intelligent ou moins étudié que toi? Non, parce qu'il n'avait pas l'outil dont il avait besoin pour qu'il parte à pied d'égalité avec toi. Donc, c'est ça la notion de la sécurité culturelle. Ça consiste en quoi? Je fais violence à la sécurité culturelle en expliquant en 30 secondes. Ça consiste en quoi? On peut à nouveau en discuter beaucoup plus et on la doit vraiment aux infirmières australiennes, au fait, et beaucoup plus intégrées aujourd'hui grâce à nos collègues des Premières Nations et autochtones. C'est vraiment la question du respect, de la protection de la dignité et de l'engagement organisationnel et des intervenants à la non-discrimination. Il y a vraiment tout un ensemble de politiques organisationnelles et de pratiques organisationnelles qui se mettent en place. Si vous êtes gestionnaire, il existe des guides sur la sécurité culturelle. C'est une approche de complémentarisme. Ça veut dire quoi le complémentarisme? Ça veut très rapidement dire que nous avons besoin de différentes perspectives professionnelles pour comprendre une réalité. Chacun d'entre nous, chacun de nos clients, clientes est multiple et donc nous avons besoin de plusieurs perspectives. Je peux avoir ma perspective de psychologue, mais j'ai besoin de mon collègue qui est avocat ou avocate en droit de l'immigration. J'ai besoin de mon collègue qui est travailleur social. J'ai besoin de mon collègue qui est intervenant à l'intégration parce que chacun de nous apportons un regard important. Et je vous dirais surtout pour les psychologues avoir besoin de ces collègues parce que si je fais une critique à la psychologie, elle est beaucoup aujourd'hui dans une approche déficitaire. Il y a tout le temps ce discours-là de c'est quoi le problème? C'est quoi le diagnostic? Et dans une approche informée par le trauma, dans une approche de sécurité culturelle, on ne regarde pas les personnes en regardant c'est quoi leur problème. On regarde la personne en posant les questions, qu'est-ce qui leur est arrivé? Et comment on peut les aider à s'en sortir? C'est une perspective de décentration, ça c'est aussi une pratique, la décentration, qui nous aide à revisiter nos préjugés, nos stéréotypes, nos biais cognitifs, nos biais émotionnels qu'on peut avoir et qui peuvent jouer beaucoup sur l'intervention. C'est aussi le courage d'entrer dans le système de référence de l'autre, c'est-à-dire dire j'enlève mes lunettes et j'essaye de mettre les lunettes de mon client ou de ma cliente pour voir et comprendre la réalité de sa propre perspective. Et par la suite, c'est vraiment un travail de médiation pour trouver un juste milieu et trouver ce dont finalement nos clients ont besoin pour améliorer leur bien-être en quelque sorte. Ça, c'est un simple exemple, je ne veux pas entrer en détail là-dedans, mais pour vous dire qu'on a beau en tant qu'intervenant et intervenante travailler fort vers la sécurité culturelle, vers l'interculturalité. Et comme je vous ai dit, c'est des heures et des heures. Là, je me sens comme bizarre de dire tout ça. Tout ce que j'ai dit, ça manque tellement d'approfondissement, mais on a beau faire ça, il faut qu'on exige de nos organisations et de nos institutions de s'engager pour la justice sociale et de faire une charte interne de protection et de justice sociale et de lutte contre le racisme. Parce que ça ne suffit pas qu'en tant qu'intervenant et intervenante, on le fasse. Il faut mobiliser les systèmes complets. Parce que si on est à le faire en tant qu'intervenant, intervenante, d'abord, on va se faire écraser par le poids de nos institutions et de leurs politiques qui vont parfois de manière contraire à nos pratiques, mais aussi parce que lorsqu'on s'en va, tout cet héritage s'en va avec nous. Il n'y a pas de mémoire organisationnelle, il n'y a pas de changement organisationnel et systémique qui s'est produit. Et donc, vous pouvez vous inspirer de plusieurs déclarations de principes ou de chartes, mais vraiment de pousser à ce qu'il y ait quelque chose en ce sens-là qui est établi pour vraiment permettre à chaque nouvel intervenant de lire
d'en prendre compte, de signer, de s'engager, et les gestionnaires surtout, et même de faire des changements à la structure ou même au lieu physique dans lequel vous recevez la clientèle pour que ça soit un lieu qui est davantage inclusif finalement. Donc, je termine, je vais envoyer ce tout petit PowerPoint à Huda pour qu'elle puisse vous l'envoyer parce que j'ai mis plusieurs sites web qui peuvent être des ressources intéressantes pour vous, 2 livres qui sont, bon, je dirais, assez représentatifs du travail qui se fait en travail social et plus en santé mentale, culturelle, et quelques sites web assez intéressants, mais vous avez aussi le CAMH, évidemment, avec ma collègue Bijini qui va présenter tout à l'heure le projet qui est fait sur la santé mentale des réfugiés. Voilà de mon côté, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Je vais arrêter de partager l'écran. Merci beaucoup, Dr. Reda. C'est très enrichissant. On a tendance, comme on veut entendre plus et plus. Malheureusement, le temps passe trop vite, là. Merci beaucoup. Donc, on a quelques petites minutes pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez soit utiliser le chat pour vos questions ou bien juste ouvrir votre micro et demander votre question. Et au sujet de PowerPoint, comme que Dr. Aida a dit, on va vous le partager par courriel. Parfait. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de questions. Donc, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Bijini Coriolan, qui est courtière du savoir bilingue au réseau d'échange d'échange de données probantes à CAMH, Center for Addiction and Mental Health, pour faire une petite présentation générale de la plateforme de CAMH, riche de multiples outils pour les professionnels qui viennent en soutien aux nouveaux arrivants francophones et aussi une communauté de pratique. Et aussi, elle va nous présenter la plateforme de formation santé mentale des immigrants et des réfugiés. Donc, à vous la parole, Virginie. Merci. Merci beaucoup, Da. Je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Bijini Coriolan. Je suis courtière du savoir bilingue au réseau d'échange de données probantes au Centre de toxicomanie et de santé mentale, communément appelé CAMH. Donc, aujourd'hui, après l'excellente introduction de Dr. Haïda, on voulait venir présenter des ressources pratico-pratiques pour les fournisseurs de services qui veulent en apprendre plus sur la santé mentale transculturelle ou qui veulent augmenter leurs connaissances sur la santé mentale en général. Donc, on va commencer avec une présentation sur le projet sur la santé mentale des immigrants et réfugiés, qui est un projet coordonné par le Bureau d'équité en santé de CAMH. Mon collègue Mohsen Abdesemed devait présenter le projet aujourd'hui, mais a eu un empêchement de dernière minute. Heureusement, il a pu se joindre à nous, je pense, par téléphone, mais c'est moi donc qui va faire la présentation du projet aujourd'hui, mais il va pouvoir répondre aux questions à la fin de notre présentation aujourd'hui. Donc, à l'agenda, on va premièrement présenter le contexte et l'historique du projet, donc comment le projet a vu le jour, et aussi présenter les composantes de l'initiative, donc le cours en ligne, la communauté de pratique qui est mise à la disposition des fournisseurs de services, les infolettres, webinaires et la trousse à outils. Donc, le projet de santé mentale pour les immigrants et réfugiés, c'est un projet bilingue de renforcement des capacités qui offre un cours en ligne, des ressources et des outils aux professionnels de la santé, aux professionnels des services sociaux et aux professionnels des services d'établissement. Donc, les fournisseurs de services ont, à travers ce projet-là, la possibilité de se connecter entre eux, d'échanger des idées aussi avec leurs pairs à travers le Canada, et aussi d'obtenir des conseils d'experts dans le domaine de la santé transculturelle.
Donc, un peu plus sur l'historique du projet. Donc, le projet a vu le jour en 2009 à travers une étude qui, à l'époque, avait été financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur les pratiques en matière de santé mentale des réfugiés. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'était vraiment d'en apprendre un peu plus sur ce que font les fournisseurs de services à travers le pays pour soutenir la santé mentale des réfugiés, puis aussi identifier les ressources dont les fournisseurs auraient besoin pour mieux soutenir la santé mentale de leur clientèle. Donc, le résultat de cette étude-là, ça a été un besoin identifié. Donc, on a vu que les fournisseurs veulent en apprendre un peu plus sur comment répondre aux besoins émotionnels de leurs clients, comment mieux soutenir la santé mentale des réfugiés. Et finalement, en 2012, on a eu, disons, la réponse. Donc, le projet qui a été lancé à l'époque, le projet s'appelait Projet de santé mentale pour les réfugiés. Donc, c'était vraiment axé uniquement sur les réfugiés. Et le projet était basé en Ontario. Le projet a été développé par le Bureau de l'équité en santé de CAMH, en collaboration avec des experts aussi dans le domaine. Et en 2015, il y a eu l'expansion du projet au niveau national avec un cours axé sur les réfugiés syriens. Et en 2017, le projet est devenu la forme qu'on connaît actuellement, donc projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés. Et en 2020, il y a eu aussi l'ajout de nombreux cours et l'élargissement aussi avec d'autres partenariats au niveau du pays. Et le projet sera continué au moins jusqu'en 2025. Donc, pour les composants du projet, on va faire un survol du cours de base. Donc, le cours est donné en deux volets. Donc, il y a un volet pour les fournisseurs de services sociaux et d'établissements et il y a un autre volet spécifiquement pour les professionnels de la santé. Donc, le cours de base, c'est un cours qui est en ligne. Le cours est gratuit aussi et c'est un cours d'auto-formation. Donc, les fournisseurs peuvent faire le cours vraiment à leur propre rythme. Et les participants peuvent vraiment y trouver des pratiques prometteuses, efficaces pour améliorer les résultats pour leur clientèle, mieux soutenir la santé mentale aussi des immigrants et réfugiés. Et les professionnels de la santé aussi peuvent recevoir des crédits d'éducation en complétant le cours. Donc, c'est vraiment un cours qui est accrédité. Pour ce qui est du plan du cours, donc ici, on a un peu le survol des modules. Il y a 10 modules actuellement et les modules couvrent une variété de sujets tels que la tendance en matière d'immigration dans les dernières années, les déterminants sociaux de la santé, les troubles mentaux. Il y a aussi les besoins en santé mentale des populations clés, comme les femmes, enfants, personnes âgées, personnes LGBTQ ou personnes vivant avec un handicap. Pour ce qui est des autres composantes du projet, on a donc une communauté de pratique, une infolettre, des webinaires et une trousse à outils. Pour ce qui est de la communauté de pratique, cette communauté-là est mise à la disposition des fournisseurs une fois qu'ils sont inscrits au projet. Donc, il y a un forum de discussion qui va permettre aux membres d'établir des liens entre eux, de discuter aussi de la prestation de services, d'échanger des ressources ou des pratiques prometteuses et aussi de poser des questions à un panel d'experts qui est disponible à travers la plateforme. Il y a également deux infolettres distinctes. Il y en a une en anglais, une en français. Les infolettres mettent en évidence des pratiques d'organisations canadiennes à travers le pays, dressent aussi le profil de ce que font certains fournisseurs de services à travers dans leurs propres pratiques. Puis aussi, il y a des mises à jour dans le secteur par rapport aux cours qui sont offerts, les webinaires ou les événements à venir. Pour ce qui est des webinaires, il y a des webinaires mensuels qui sont organisés par le projet.
Ceux-ci vont mettre en vedette des présentateurs de partout au Canada. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des sujets présentés qui sont vraiment basés sur les besoins et intérêts des fournisseurs de services. Donc, c'est habituellement des webinaires d'1 heure, donc 30 minutes de présentation, suivi par un Q&A de 30 minutes. Et finalement, il y a une trousse à outils qui est mise à la disposition des participants. Donc, il y a une boîte à outils en français et en anglais qui fournit un répertoire de recherche, de données probantes d'informations. La trousse à outils est complètement téléchargeable. Donc, les fournisseurs peuvent soit l'imprimer ou naviguer en ligne. Il y a des liens externes aussi qui peuvent être consultés pour avoir des informations supplémentaires. Puis, la trousse à outils est vraiment considérée comme un outil complémentaire aux autres composantes du projet. Donc, c'est vraiment le survol du projet sur la santé mentale des immigrants et réfugiés. Donc, pour en savoir plus, on vous invite à consulter le site web du projet et vous pouvez également communiquer avec la personne contact pour le projet soit en français ou en anglais à travers les courriels qui sont mis ici. Merci beaucoup, Virginie. En effet, il y avait une question au sujet de partage de courriel de la personne responsable ou bien votre courriel. Donc, le voilà, vous pouvez juste utiliser les courriels, un des courriels qui se trouve dans le partage. Il y a une petite question, donc on va commencer avec les questions. Si tout est beau, Virginie, oui? Oui, c'est comme tu veux. Je ne sais pas si tu voulais faire les questions à la fin des 2 présentations ou si tu voulais séparer. Ben, c'est à vous de choisir vraiment. Si ça Sinon, on il peut y a un répondre aux lien. questions. On peut peut-être répondre aux questions maintenant alors pour OK. le projet. So, super. Il y a une question dans le chat. Comment peut-on s'inscrire à cette formation? C'est une bonne question. Je ne sais pas, Massène, si tu es capable de Oui, unmute. oui, bonjour tout le monde. Merci Bonjour. beaucoup Virginie pour cette présentation. Donc, Virginie a fait le survol sur le cours. Maintenant, le cours a été ouvert et puis c'est une auto-formation de 6 semaines. Le prochain cours serait disponible en février, donc le 27 février. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Je peux partager le lien d'inscription dans le chat. Et puis, je peux aussi le partager avec tout le monde à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le prochain cours qui serait en anglais le 27 février, mais on aura aussi un autre cours en mai qui sera en français. Parfait. Merci beaucoup, Morsen. Donc, comme vous avez entendu, celui au mois de février, c'est en anglais et celui au mois de mai va être en français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut passer à la prochaine présentation, Virginie. Merci. Parfait. Merci, Ouda. Parfait. Donc, on va maintenant passer à notre deuxième présentation sur les ressources un peu plus générales en français. Donc, pour cette présentation-là, je vais être accompagnée par mon collègue Ali Hussein, qui est coordonnateur des services en français à CAMH. Donc, à l'agenda, on va faire un survol des services en français disponibles à CAMH, les ressources EINET, donc du réseau d'échange de données probantes, la communauté de pratiques francophones aussi, qui est disponible à travers EINET, et finalement, le pôle d'échange des connaissances sur le cannabis et la possibilité de collaboration potentielle. Donc, je vais donner la parole à Aliou qui va parler des services en français à CAMH. Merci beaucoup, Virginie. Je profite véritablement de cette occasion pour magnifier cette collaboration entre le réseau Franco-Santé Sud et CAMH. Et aussi féliciter Dr. Gaidas pour cette belle présentation. Encore une fois, il faut que l'on précise que
l'équipe de l'équité en santé Mohsen. Ils sont en route vers d'autres activités. Néanmoins, ils ont voulu participer vu l'importance du sujet et pouvoir répondre aussi aux questions. Merci beaucoup à Mohsen. Merci beaucoup à tous les participants. Par rapport à CAMED, les services en français, en quelque sorte, je dirais que je commencerai par dire que l'équité en santé occupe une place centrale dans notre approche d'offre de services, y compris quand il s'agit de services en français. Bien entendu, du fait de notre statut d'organisme identifié, nous nous avertuons à offrir des services de qualité aux francophones en vertu de la loi sur les services en français. Encore une fois, il est important de savoir que est-ce qu'on peut avancer, je pense, un peu. Merci beaucoup. Donc, il est important de savoir que nous offrons beaucoup de services en tant que leader dans le domaine de la santé mentale. Donc, c'est le premier hôpital dans ce domaine au Canada. Et, santé mentale et dépendance aussi, avec de nombreux spécialistes. Mais bon, on se considère comme un hôpital de référence. Donc, on s'attend à recevoir les cas qui ne pourraient pas être correctement pris en charge par les fournisseurs de services de santé primaire ou communautaire. Donc, il est important de le noter. Nos ressources en français sont limitées. Ça, il faut le savoir. Néanmoins, nous avons des services d'interprétation au cas où les cliniciens bilingues ne seraient pas disponibles. Donc, on a une panoplie de services cliniques. Nous sommes aussi un hôpital qui, disons, joue un rôle important en matière de recherche, n'est-ce pas, pour faire avancer les traitements, etc. Donc, c'est important. Juste pour compléter ce tableau de l'hôpital, nous avons également, disons, un département dédié à l'enseignement aussi. Juste peut-être pour avoir une idée, le quart des psychiatres en Ontario sont formés en quelque sorte dans les locaux de CAMED au niveau du site. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de nos services et de l'hôpital en matière d'enseignement et autres. Peut-être par rapport au sujet d'aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est disons, dire à nos participants que nous avons beaucoup de ressources qui pourraient les aider dans le cadre de leur pratique quotidienne, n'est-ce pas? Je dirais, dans cette quête d'offres de services, n'est-ce pas? Dans le cadre de ceux qui travaillent dans, disons, le domaine du rétablissement, j'allais dire, et qui interagissent avec les immigrants et réfugiés. Donc, il y a beaucoup de ressources qui pourraient les aider dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut avancer, Virginie? Là, ces ressources-là, je commençais par parler de nos formations gratuites. On a parlé du cours sur la santé mentale des réfugiés et des immigrants. On a d'autres cours qui sont, j'allais dire, généraux en termes de contenu, qui peuvent aider tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là à avoir une idée plus claire de ce qui est la santé mentale, disons une meilleure compréhension des concepts de base. Ensuite, disons, si vous êtes aussi intéressé par dissiper tout ce qui est stigmatisation associée à la santé mentale, voilà, vous pourrez avoir accès à ces contenus-là et je pense que vous pouvez voir le lien voilà, au-dessus de la page. Donc, c'est vraiment des cours gratuits. Un exemple, ce serait, par exemple, qu'est-ce que c'est que la dépression? Qu'est-ce que c'est que la santé mentale, etc. Donc, c'est vraiment pour le grand public, ces ressources-là. On peut avancer.
Voilà, là, c'est véritablement quelque chose d'assez nouveau à Cambridge. C'est, disons, la création d'une bibliothèque. Au niveau de notre site donc, cette bibliothèque-là, justement, l'idée, c'est que ceux qui s'intéressent aux questions que j'ai énumérées tantôt, pour avoir accès en quelque sorte aux ressources, n'est-ce pas, sur place, en matière que ce soit des guides, des livres, etc., etc. Donc, c'est accessible à tous. Il y a également, disons, une équipe sur place pour répondre aux questions, en tout cas du public et de ceux qui s'intéressent à ce domaine-là. Avancer rapidement. Ouais, ça c'est un autre outil assez important qu'on appelle la cyberboutique de Cambridge. Donc, bien sûr, on a beaucoup de pamphlets, beaucoup de guides. Les contenus sont disponibles sur le site si vous le voulez en ligne. Mais en même temps, il peut, disons, les professionnels qui sont sur le terrain peuvent être amenés à avoir besoin de ressources physiques, j'allais dire. Et donc, il y a moyen de les commander à travers cette plateforme de cyberboutique en ligne. Et donc, c'est vraiment, disons, à des prix très, très, très modiques, j'allais dire. Donc, s'ils veulent distribuer des pamphlets sur la santé mentale, faire disons, la promotion en quelque sorte d'une bonne santé mentale, etc., les outils existent et vous pouvez en avoir accès grâce à cette plateforme. Je pense que de façon générale, c'est ce que je voulais partager avec cette audience. Et je vais passer la parole très rapidement à Virginie pour parler d'autres ressources de collaboration de soutien du système santé mental. Merci à tous. Merci beaucoup, Aliou. Merci, Aliou. Donc, je vais continuer la présentation avec les ressources développées par le réseau d'échange de données probantes ou ce qu'on appelle EINET en cours. Donc, qu'est-ce que EINET? Vous vous demandez sûrement. EINET, en fait, c'est l'acronyme anglophone qui tient pour Evidence Exchange Network, ce que nous, on appelle réseau d'échange de données probantes en français. Donc, EINET, en fait, est une équipe qui fait partie du programme de support au système provincial de Cambridge. Donc, notre équipe est composée de spécialistes de la mobilisation des connaissances, aussi de spécialistes en communication. Puis, on a un plus grand groupe qui comprend aussi des spécialistes de la conception pédagogique et de l'éducation, ainsi que des graphistes et des concepteurs web. Donc, notre équipe a vraiment pour but de créer un système de santé mentale et de gestion des dépendances qui est plus collaboratif et qui est fondé sur des données probantes. Donc, on essaie d'atteindre ces objectifs-là, en fait, en connectant les parties prenantes entre elles. Donc, on favorise l'échange entre personnes et aussi en les connectant avec les données dont elles ont besoin, donc la transmission des connaissances. Puis, on essaie vraiment, donc on répond à ces besoins-là en créant une variété de produits de connaissances. Donc, que ce soit des synthèses de données, des instantanés de recherche, on crée aussi des infographies, on organise des webinaires, des événements de mobilisation de la connaissance ou des événements éducatifs, etc. Donc, notre site web est vraiment un riche répertoire de ressources qui sont accessibles, complètement gratuites, en santé mentale. Il y en a beaucoup qui sont disponibles en français, mais je vais être honnête, pas tous. Comme Aliou a dit, c'est pas toutes nos ressources qui sont disponibles en français, mais je pense qu'il y a un effort quand même qui se fait de plus en plus à Cambridge et à EINET aussi pour rendre nos ressources disponibles autant en anglais et en français. Donc, il y en a vraiment de plus en plus. Donc, vous pouvez vraiment y trouver des ressources non seulement sur les immigrants et réfugiés, mais aussi sur une variété de sujets, une variété de populations aussi, que ce soit le bien-être chez les personnes âgées
ou même les soins virtuels en santé mentale en Ontario et beaucoup plus encore. Donc, je vous invite à y faire un tour puis à consulter nos ressources disponibles sur notre site web. On a également une communauté de pratique pour les fournisseurs de services francophones. Donc, le réseau francophone en santé mentale, c'est vraiment un réseau de fournisseurs de services en français à travers l'Ontario qui offre des services de santé mentale et de gestion des dépendances. Donc, le réseau vise vraiment à être une source primaire d'information pour tous les organismes francophones de la province. Le réseau est ouvert non seulement aux organismes de santé mentale ou aux professionnels qui œuvrent en santé mentale, mais également vraiment à tous les fournisseurs de services qui soit veulent en apprendre plus sur la prestation de services en santé mentale ou ont un intérêt à en apprendre plus sur la santé mentale en général. Donc, nos membres sont extrêmement variés. On a des membres qui viennent des hôpitaux, des gestionnaires, on a des établissements de soins de longue durée, on a des membres des entités de planification, de conseils d'établissements scolaires. Donc, vraiment, tout le monde, disons, tous les fournisseurs de services en général qui ont un intérêt de près ou de loin en santé mentale sont les bienvenus dans le réseau. Puis, nos objectifs sont de réduire l'isolement qu'on sait a tendance à exister parfois dans la communauté francophone en Ontario, en mettant les membres du réseau en contact l'un avec les autres dans un espace commun, soutenir la prestation de services aussi par un accès accru aux meilleures pratiques et augmenter le perfectionnement des compétences et des connaissances en partageant des formations et des possibilités d'éducation qui sont offertes en français. Donc, notre réseau a en ce moment 259 membres et existe principalement à travers notre communauté en ligne qu'on appelle EINET Connect. Donc, c'est vraiment un forum en ligne où les membres peuvent s'inscrire, rejoindre le réseau. Et ce forum-là permet à tous nos membres de se connecter entre eux, publier aussi des questions ou des appels à information ou des appels à candidature, et même partager leurs ressources ou bien leurs événements ou leurs offres d'emploi. Le réseau a aussi une infolettre bi-hebdomadaire. Je pense que notre infolettre en ce moment a un peu plus de 350 abonnés. Donc, ça permet à nos abonnés de rester à l'affût de qu'est-ce qui s'est passé sur la plateforme EINET Connect, par exemple. Aussi avoir accès aux nouvelles dans la communauté francophone dans le domaine de la santé mentale, avoir accès aux nouvelles ressources, non seulement de CAMH, mais aussi de nos partenaires francophones à travers la province, les événements à venir et on publie aussi les offres d'emploi de nos partenaires francophones qui les partagent. Une autre ressource qu'on a également qui est disponible en français, c'est le pôle d'échange des connaissances sur le cannabis. Donc, ça a été en fait un projet financé à l'époque par le programme sur l'usage sur l'usage des substances et sur la gestion des dépendances de Santé Canada. Le projet a été co-développé avec de nombreux partenaires du secteur de la santé mentale à travers le pays. Et le but vraiment de ce projet-là, c'était de mettre à la disposition des prestataires de services des ressources qui sont récentes, qui sont basées sur les données probantes, sur l'usage non médicinal du cannabis. Donc, le projet a pris fin, mais les ressources sont toujours disponibles gratuitement sur le site web. Donc, vraiment les ressources sont accessibles à tous à travers le site web et je pense sont toujours d'actualité. Finalement, on aimerait aborder la possibilité de collaboration potentielle. Je pense que Aliou et moi, on croit fermement que les collaborations intersectorielles permettent de créer des ressources qui sont pertinentes pour les prestataires de services à travers la province, qui sont ponctuelles, qui sont aussi adaptées aux besoins des populations. Donc, si vous avez des idées sur de possibles produits de connaissances, que ce soit des webinaires que vous aimeriez organiser, des infographies que vous aimeriez créer,
ou tout autre produit de connaissance, ou si vous pensez avoir besoin peut-être de conseils ou d'aide pour produire des ressources qui sont accessibles en santé mentale, que ce soit pour votre organisme, votre personnel ou votre clientèle, n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis on peut toujours voir comment on peut collaborer sur une initiative ou sur un projet. Parfait, merci beaucoup, Bijini. Donc, c'est très intéressant comme information. Merci beaucoup, Aliou aussi. On va passer aux questions vite fait. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro ou bien l'écrire dans le chat. Donc, on va donner juste quelques secondes pour voir s'il y a des questions. Sinon, je vous encourage à remplir le sondage dans le but d'améliorer nos services. Donc, je vous envoie dans le chat le lien pour remplir ce sondage. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on arrive donc à la fin de la session aujourd'hui. Un grand merci à nos trois pénalistes ou à nos trois participants, à nos trois intervenants qui ont parlé de sujets très intéressants qui touchent la santé mentale transculturelle. Un gros merci aux